Avant de commencer l'étude de la médecine chinoise, comment percevais-tu celle-ci et maintenant, comment la définirais-tu avec du recul? Premièrement, je ne savais pas que la médecine traditionnelle chinoise existait encore et qu'il était toujours possible de l'apprendre. Pour moi, elle avait un côté très ésotérique et était reliée à des pratiques ancestrales oubliées. Quand j'ai su qu'on pouvait encore l'apprendre, j'ai été très curieux. Et après la première conférence que j'ai suivie, je suis tout de suite tombé sous le charme. J'ai su qu'elle pourrait répondre à mes questions ou confirmer certaines de mes propres intuitions. Avec du recul, le côté ésotérique s'est effacé, laissant la place à un système complexe et global, permettant de comprendre les mécanismes de notre corps, ainsi que l'arrivée et le développement de la maladie, tout en prenant en compte notre environnement. En médecine chinoise, il faut toujours garder à l'esprit les trois causes: la personne, le lieu et la saison. C'est pourquoi le traitement variera pour chaque personne. La médecine chinoise est pratiquée depuis environ 3000 ans. Elle a été décrite dans le Huangdi Jing, qui en est le texte fondateur. Ce texte est daté entre 200 avant Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ. La force de cette médecine réside dans son incroyable continuité, avec l'enregistrement méticuleux des cas cliniques, les commentaires des textes classiques fondateurs. La médecine chinoise possède aujourd'hui une imposante bibliographie, avec les œuvres et recueils de différents médecins célèbres qui ont contribué à la croissance et au développement de cette médecine. C'est une médecine très pragmatique, où la théorie doit toujours être vérifiée par l'application clinique. Il y eut de nombreux courants de pensée, dont certains présentaient des théories séduisantes, mais pour lesquelles l'effet thérapeutique n'ayant pu être constaté, ont été abandonnés au fil du temps. On parle souvent de médecine chinoise en opposition avec la médecine moderne ou médecine occidentale, mais selon toi, y a-t-il une médecine traditionnelle occidentale? Quels en sont les principaux éléments selon toi? Cette question évoque en moi deux choses. La première en lien direct avec ce que l'on appelle aujourd'hui les médecines douces, comme les herboristes, les magnétiseurs, mais ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire un massage de pied ou une séance de tuina peuvent en témoigner, la médecine chinoise n'est pas vraiment une médecine douce. Je pense que nos ancêtres, à des milliers de kilomètres les uns des autres, avaient finalement découvert des choses assez similaires sur notre corps, son fonctionnement et la façon dont on peut se soigner. Comme on en parlait la dernière fois, la pratique des ventouses et des saignées était encore d'actualité à l'époque de nos parents. La deuxième fait référence à Hippocrate, qui est aujourd'hui encore considéré comme le père de la médecine moderne. Nos auditeurs pourront trouver des choses très intéressantes en lisant La théorie des humeurs. Elle montre que la médecine moderne était très proche de la médecine chinoise ou de la médecine ayurvédique. Comment en es-tu venu à la médecine chinoise au regard de ton parcours antérieur? Depuis quelque temps, je m'intéressais à la réflexologie plantaire. En lisant quelques ouvrages, j'ai trouvé des références à la médecine chinoise. Puis, au fil de mes lectures, je me suis de plus en plus intéressé au massage chinois, le massage Tuina, et au Qigong. Finalement, un jour, en faisant des recherches, j'ai pu trouver un club de Qigong près de chez moi. J'ai vu que certaines associations ou écoles privées proposaient un enseignement en médecine chinoise. Et comme je l'ai raconté juste avant, je suis allé à une conférence qu'ils organisaient et cela était pour moi une révélation. Comment cette médecine chinoise est-elle enseignée aux étrangers? Et quelles sont les différences les plus flagrantes par rapport aux Chinois apprenant la médecine chinoise? Il existe en Chine plusieurs façons d'apprendre la médecine chinoise. On fait tout d'abord la distinction entre les enseignements de courte durée et les cursus universitaires débouchant sur un diplôme d'État. Dans les cursus universitaires, on a la possibilité de suivre les enseignements en anglais ou en chinois. Personnellement, j'ai opté pour le cursus universitaire en chinois, car je voulais m'immerger le plus possible dans cette médecine. Je voulais également avoir la possibilité de pouvoir lire les textes classiques par moi-même. Dans ces conditions, il n'y a pas vraiment de différence d'enseignement avec les étudiants chinois, si ce n'est que les professeurs sont un peu moins exigeants avec nous. En effet, ils ne nous faisaient pas réciter des parties du Huangdi Jing en début de cours et on avait parfois quelques indications sur les questions des examens.
Quelle est l'importance et l'influence des différentes écoles de médecine chinoise? Quelles sont les éventuelles particularités de celles que tu étudies en ce moment? En effet, chaque école est un peu différente. Par exemple, certaines sont reconnues pour avoir un très bon niveau dans certains domaines. On dit par exemple Canton pour la gynécologie, Nanjing pour l'acupuncture, Beijing et Chengdu pour les plantes. Il y a également un classement des écoles en fonction de la qualité des enseignants et des conditions offertes aux étudiants pour leurs études. Personnellement, j'ai fait mes études à Wuhan, dans la province du Hubei, dans une école classée parmi les 10 meilleures. Les cours dispensés étaient de qualité variable, allant du très bon au très mauvais. Mais en comparant avec des amis qui suivaient le même cursus dans d'autres universités, j'ai constaté que c'était la même chose pour eux. J'ai apprécié le fait d'avoir beaucoup de liberté et de soutien de la part du bureau d'administration des étudiants étrangers, c'est-à-dire que je pouvais, si je le désirais, aller suivre les cours avec des amis chinois. J'ai également eu la chance de pouvoir représenter mon école dans une compétition nationale d'acupuncture et de massage Tuena, chose qui aurait sûrement été impossible dans une autre école. Finalement, l'une des choses les plus importantes reste le travail personnel, qui ne manque pas dans cette discipline, et également les rencontres et relations que l'on va pouvoir tisser avec les professeurs et différents médecins. Selon toi, dans quelle mesure la médecine chinoise traditionnelle est-elle influencée par le mouvement de modernité actuel? Comment la nouvelle génération actuelle vit la médecine des ancêtres? Qui sont tes patients? Très bonne question. Tout d'abord, le terme médecine traditionnelle chinoise a été donné par nous occidentaux pour définir cette médecine. En chinois, elle s'appelle simplement médecine chinoise. Ensuite, il faut savoir que ce que l'on apprend aujourd'hui à l'université en Chine n'est pas exactement la médecine chinoise telle qu'elle était enseignée à l'époque. En effet, dans le cursus de médecine chinoise aujourd'hui, il y a une partie de médecine occidentale qui a été intégrée. Les Chinois utilisent le terme Zhongxi Jiehe, que l'on peut traduire par médecine occidentale et médecine chinoise combinée. Cet enseignement représente environ 60% de médecine chinoise et 40% de médecine occidentale. Tour à tour pour ou contre, je ne sais pas encore trop quoi en penser. Mais une chose est sûre, la médecine occidentale étant incontournable à notre époque, pouvoir faire de la médecine chinoise et comprendre les bases de la médecine occidentale me semble plus que bienvenu, ne serait-ce que pour parler le même langage avec le patient. Ce qui est plus gênant en voulant essayer de comprendre et d'apprendre ces deux systèmes, c'est qu'ils sont très différents. On risque de n'être bon ni dans l'un ni dans l'autre, car la médecine chinoise est subtile et beaucoup de choses se comprennent au fil du temps et au fil de la pratique. La nouvelle génération est très admirative du savoir des anciens, mais j'ai remarqué que la lecture et l'interprétation des textes classiques étaient au final pas plus faciles pour eux que pour moi. D'autres sont parfois découragés de ne pas voir des effets spectaculaires en clinique, comme décrits dans les livres ou par nos professeurs. Mais avec le temps, j'ai appris à ne jamais douter ou sous-estimer l'efficacité de la médecine chinoise. Aujourd'hui, on a trop tendance à évaluer les effets de la médecine chinoise avec les critères de la médecine occidentale. Mais il ne faut pas oublier que la médecine chinoise prône avant tout l'entretien de la santé et éviter l'apparition de la maladie. Malgré tout, les effets thérapeutiques sont là, qu'il s'agisse de maladies chroniques, maladies aiguës ou d'une maladie plus grave. Les patients sont souvent des gens ayant reçu un premier traitement en médecine occidentale et qui se tournent vers la médecine chinoise, soit pour limiter les effets secondaires de leurs médicaments, soit car ils ont envie de traiter la racine du problème. Pour ce qui est de la fréquentation par tranche d'âge, on rencontre des gens de tous âges et de tous sexes, mais je dirais que les 40-60 ans sont les plus représentés et que les femmes ont tendance à consulter davantage que les hommes. Une fois, tu me parlais de la capacité de l'acupuncture de venir à bout de certaines maladies infectieuses ou d'aider les personnes victimes de maladies génétiques. Pourrais-tu m'en dire plus? Effectivement, l'acupuncture peut être très efficace, même pour les maladies infectieuses. Effectivement, l'acupuncture peut être très efficace, y compris pour les maladies infectieuses. Cela me fait penser à l'histoire de Monsieur Soulier de Moran, un diplomate français qui était en Chine. Il a pu constater comment les Chinois traitaient l'épidémie de choléra simplement avec l'acupuncture. Après avoir observé cela, il a décidé d'apprendre la médecine chinoise et plus particulièrement l'acupuncture. C'est d'ailleurs lui qui a ramené ces techniques-là en France et en Europe.
Quelle est l'importance réelle de l'acupuncture dans la pratique de la médecine chinoise? Pourrais-tu m'en rappeler brièvement les origines, s'il te plaît? En médecine chinoise, on parle des 5 piliers, que sont la pharmacopée chinoise, l'acupuncture, le massage Tuina, la diététique chinoise et le Tai Chi Chuan et le Qigong. Depuis très longtemps, l'acupuncture fait partie de l'arsenal thérapeutique des médecins chinois. Avant, on soignait tout d'abord avec l'acupuncture et la moxibustion. La moxibustion utilise les mêmes principes que l'acupuncture, c'est-à-dire le système des méridiens et les points d'acupuncture, mais au lieu d'utiliser une aiguille, on utilise un bâtonnet d'armoise incandescent avec lequel on va venir chauffer pour stimuler les points d'acupuncture. Si on ne constatait pas d'amélioration, alors on prescrivait des plantes. Le texte fondateur du Huangdi Neijing, dont on parlait tout à l'heure, mettait beaucoup en avant l'acupuncture. En effet, elle était préconisée pour traiter les affections courantes. Pour les maladies plus graves ou si l'on ne constatait pas d'amélioration, on pouvait alors avoir recours aux plantes. Aujourd'hui, la tendance est plutôt inversée. On a beaucoup recours aux plantes. Peut-être pour une question de pratique, car cela n'oblige pas les patients à venir tous les jours. Peut-être également car aujourd'hui, très peu de médecins chinois pratiquent à la fois l'acupuncture et la pharmacopée chinoise. On dit qu'à l'origine, l'acupuncture avait été découverte par hasard. L'histoire raconte qu'un homme souffrant depuis des années de douleurs au genou, alors qu'il marchait en forêt, il trébucha et en tombant, se planta une épine dans le genou. En se relevant, il constata que la douleur avait disparu. Les premiers outils utilisés pour cette pratique étaient les arêtes de poisson, des petits os ou des pierres polies. Plusieurs théories sont également avancées pour savoir si ce sont les trajets des méridiens qui ont été découverts d'abord ou bien les points d'acupuncture. Toujours est-il que les retours faits par les patients lors des traitements, les connaissances en anatomie, les pratiques de Tai Chi Chuan, Qigong ou même de méditation ont permis au fil du temps d'affiner la théorie des méridiens et la localisation précise des points d'acupuncture. Aurais-tu une anecdote drôle ou étonnante au sujet de ta pratique quotidienne de la médecine chinoise? J'ai effectivement une anecdote intéressante à vous partager. Alors que j'étais en 2e année à la faculté de médecine chinoise, un jeune Autrichien était venu un mois en Chine pour apprendre les bases de l'acupuncture. Comme il ne parlait pas chinois, on passait beaucoup de temps ensemble. J'essayais de lui faire partager et découvrir le plus de choses possible. Un jour, nous avions organisé avec une amie chinoise une séance d'acupuncture. Le sujet de la séance était repérage et poncture des points les plus courants. Mon ami autrichien était allongé sur une table de massage et c'est moi qui le traitais par acupuncture. Au moment de lui poncturer le 36 estomac, un point très célèbre sur la jambe, je me suis appliqué en y mettant tout mon cœur. Au moment de la poncture, il a ressenti une sensation comme une décharge électrique, lui parcourant toute la jambe. Comme il souhaitait que l'on laisse les aiguilles travailler quelques minutes, nous étions tous les trois en train de parler et j'étais légèrement en recul derrière mon amie chinoise. À un moment, j'ai passé la main au-dessus de l'aiguille et j'ai ressenti comme une sorte de champ magnétique qui partait de l'aiguille et s'élevait à la verticale. Je n'en revenais pas. C'est comme si l'aiguille agissait comme une antenne qui canalisait l'énergie du patient. Après quelques passages au-dessus de l'aiguille, jouant avec cette sensation nouvelle, mon ami autrichien m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as touché l'aiguille ?» De là où il était, il ne pouvait pas me voir. Je lui ai répondu « Non, je ne l'ai même pas effleuré. Par contre, en passant ma main à quelques centimètres au-dessus, je sens une énergie. Ton énergie. » Nous avons continué l'expérience avec succès. Sans me voir, il pouvait sentir mon énergie interagir avec la sienne et inversement. C'est ce jour-là que j'ai fait l'incroyable expérience de ce qu'est le qi, l'énergie, dont les Chinois n'arrêtent pas de parler et dont nous, occidentaux, avons tant de mal à comprendre de quoi il s'agit. Comment est perçu un futur praticien de médecine chinoise étranger en Chine? Comment vois-tu ton avenir en Chine ou ailleurs? Effectivement, les Chinois sont souvent très surpris de voir un étranger apprendre la médecine chinoise. Mais passé ce stade, ils ont très envie d'en savoir plus sur moi et surtout qu'est-ce qui m'a motivé pour apprendre cette médecine. On peut sentir une certaine fierté chez la plupart d'entre eux. Du fait qu'à notre époque où la médecine occidentale paraît toute puissante, les Occidentaux s'intéressent toujours à leur médecine chinoise et la prennent au sérieux. Le fait de pouvoir dialoguer avec eux est un plus incontestable, et ils se montrent souvent très ouverts. Je n'ai eu que quelques fois une réaction de rejet de la part de patients. Je me rappelle notamment d'une patiente qui souffrait du trouble de comportement et de dépression. Elle ne voulait avoir affaire qu'à son médecin. Alors je me suis discrètement éclipsé.
Je trouve également très amusant le fait que les Chinois me demandent souvent de leur prendre le pouls, ou bien me demandent si je veux bien les poncturer. C'est difficile de savoir si c'est pour que je m'entraîne ou s'ils veulent voir de quoi je suis capable. Pour l'avenir, je me pose souvent la question de ce que je vais faire ensuite. Mais je pense que le plus important est avant tout de devenir un bon médecin, dans tous les sens du terme, et qu'à ce moment-là, les opportunités arriveront d'elles-mêmes. C'est pourquoi je continue toujours d'apprendre. La médecine chinoise est une discipline dans laquelle on n'arrête jamais d'apprendre. Un grand merci d'avoir répondu à toutes mes questions. N'hésitez pas à partager ou vous abonner si vous avez aimé ce contenu. Merci beaucoup pour l'entretien. À bientôt.